On va plus loin sur France 24. À mes côtés ce soir, Niagale Bagayoko. Bonsoir. Bonsoir. Présidente de l'African Security Sector Network. Face à vous, Anne Corpé. Bonsoir Anne. Bonsoir Florent. Chroniqueuse internationale ici à France 24. Au programme aujourd'hui, ce coup de tonnerre politique ici en France. Marine Le Pen a été déclarée inéligible pour 5 ans par la justice française. Elle est donc en l'état hors jeu pour la présidentielle 2027. L'annonce du tribunal correctionnel a fait l'effet d'une bombe. On se penchera sur les réactions à l'étranger, de la Russie à la Hongrie en passant par l'Italie. Les amis de Marine Le Pen se sont fait entendre. Autre question ce soir, est-ce la fin de la lune de miel entre Donald Trump et Vladimir Poutine? Dimanche, le président américain s'est dit très énervé par son homologue russe. Il s'est dit prêt à imposer de nouvelles taxes sur le pétrole russe. Alors, coup de bluff ou début de détérioration de leur relation? On le verra. Vous connaissez le programme. C'est donc le coup de tonnerre politique de la journée ici en France. Le tribunal correctionnel de Paris a donc déclaré Marine Le Pen inéligible pour une durée de 5 ans. C'est le procès des assistants parlementaires européens du Rassemblement national. La chef du parti d'extrême droite qui s'exprimait ce soir chez nos confrères de TF1. Elle l'assure, c'est un jour funeste pour notre démocratie. On retrouve Sylvain Rousseau, bonsoir. Vous avez suivi cette prise de parole pour nous. Que faut-il en retenir? Les phrases fortes qui ont été annoncées ce soir par Marine Le Pen. Elle dénonce notamment une violation de l'état de droit. Oui, effectivement, Marine Le Pen qui refuse, en tout cas qui dit qu'elle n'est absolument pas démoralisée, qui dit qu'elle est scandalisée, qu'elle est indignée. Marine Le Pen qui est apparue très combative dans sa première prise de parole, depuis effectivement le prononcé de sa condamnation à une peine d'inéligibilité avec effet immédiat. Elle dénonce évidemment une décision politique dont le seul but est de l'empêcher d'être élue, une décision contraire à l'état de droit. L'état de droit a été violée, a-t-elle dit. Elle dit ensuite que ce sont des millions de Français qui sont éliminés de la prochaine élection présidentielle, les millions de Français qui ont voté pour elle lors des dernières élections, qui s'apprêtaient même à le faire, parce qu'on sait que Marine Le Pen était en tête des sondages avant le prononcé de cette peine. Mais elle refuse pour l'instant de se laisser éliminer. Elle n'est pas prête à se soumettre à un déni de démocratie, a-t-elle dit. Elle a ensuite invoqué le général de Gaulle, qui disait que la Cour suprême c'était le peuple et que c'est à lui seul de trancher qui doit être élu ou ne doit pas l'être. Elle a ensuite évidemment confirmé son intention de faire appel, une décision qu'elle va faire évidemment le plus rapidement possible, a-t-elle dit, même si elle a aussi affirmé qu'elle n'avait pas forcément confiance dans la date de cet appel. Elle appelle donc la justice à se hâter avec un objectif, être innocenté dans ce dossier. C'est en tout cas ce qu'elle a dit sur le fond du dossier, que tous étaient innocents, que le parti était innocent, qu'il n'y avait pas eu d'enrichissement personnel. Elle espère donc effectivement que la justice va se hâter pour juger son appel et pouvoir ainsi se présenter aux élections présidentielles, aux prochaines élections présidentielles. Mais en tout cas, pour l'instant, effectivement, cette peine d'inéligibilité est sans recours possible pour Marine Le Pen, hormis cet appel dont la date reste hypothétique. Merci beaucoup Sylvain Rousseau. Marine Le Pen qui le dit ce soir, elle ne se retire en aucune manière de la vie politique. On va écouter la chef du Rassemblement national chez nos confrères de TF1 tout à l'heure. En France, dans le pays des droits de l'homme, des juges ont mis en place des pratiques que l'on croyait réservées au régime autoritaire. Rendez-vous compte, le jour funeste, ce lundi 31 mars 2025, le jour funeste que cela représente pour notre démocratie et pour notre pays, où des millions de Français vont être privés par un juge de première instance, sans recours possible, de la candidate qui est aujourd'hui donnée comme étant la favorite de l'élection présidentielle. Mais ça devrait scandaliser objectivement tous ceux qui sont attachés à la démocratie et à l'état de droit. La magistrate a assumé très clairement de mettre en œuvre l'exécution provisoire de l'inéligibilité, c'est-à-dire en réalité de rendre mon appel inutile sur ce sujet, pour m'empêcher de me présenter et d'être élue, dit-elle, à l'élection présidentielle. C'est donc une décision politique qui était en train d'être rendue. Je crois que l'état de droit a été totalement violé par la décision qui a été rendue. Et depuis ce midi, les réactions pleuvent en France, mais pas que. Avant de vous donner la parole, on fait le point avec Anna Pereira. Jordan Bardella arrive au siège du Rassemblement national le visage fermé ce lundi matin.
Mais sur ses réseaux, le protégé de Marine Le Pen a réagi à la sentence de sa mentor. Selon lui, la démocratie française a été exécutée, qualifiant ce verdict d'injuste. En tant que président du parti, Bardella semble être le candidat évident pour remplacer la députée du Pas-de-Calais pour les présidentielles de 2027. La justice l'a en effet condamné ce lundi à une peine d'inéligibilité de 5 ans pour détournement de fonds. Le Rassemblement national et ses alliés de droite accusent le tribunal d'abuser de son pouvoir envers un candidat annoncé favori des sondages. On fait état de sa volonté politique, de pas sa volonté ni judiciaire ni juridique, mais politique. C'est la première fois au bout de 40 ou 50 ans que je vois cela écrit noir sur blanc. C'est ça qui était absolument invraisemblable. Autre son de cloche côté opposant politique, à l'instar du communiste Fabien Roussel, pour qui la justice doit être la même pour tous. Il rappelle que Marine Le Pen elle-même reproche régulièrement au système judiciaire de ne pas être assez ferme. Jean-Luc Mélenchon et la France insoumise semblent moins à l'aise avec le verdict et soulignent qu'ils préféreraient affronter le RN dans les urnes. À l'international, la condamnation fait aussi des remous, notamment chez les alliés d'extrême droite. Le Hongrois Viktor Orban a déclaré « Je suis Marine » en guise de soutien. L'Italien Salvini parle d'un mauvais film, alors qu'outre-Atlantique, Elon Musk dénonce un abus du système judiciaire. Le porte-parole du Kremlin a quant à lui accusé l'Europe de déni de démocratie. De plus en plus de capitales européennes empruntent la voie de la violation des normes démocratiques. Marine Le Pen a toujours pu compter sur le soutien politique et financier de Moscou. Nia Gallet, intéressante ces réactions à l'international, c'est toute l'extrême droite réactionnaire qui vole au secours de Marine Le Pen, hein. Oui, absolument. Et c'est un épisode qui rappelle étrangement ce qui s'est passé dans de nombreux pays, à commencer par les États-Unis, bien sûr, avec toutes ces affaires judiciaires auxquelles a été confronté Donald Trump et qui a plutôt eu pour effet de asseoir sa victoire, parce que lui aussi a argué du fait qu'il était la cible d'une instrumentalisation. Chasse aux sorcières, comme il l'appelle souvent. Exactement, de la justice par des réseaux de gauche extrême. Les termes du poste de Elon Musk sur X reprennent cette rhétorique. Mais le mouvement est mondial, en fait. On l'évoque peu aujourd'hui, mais même au Brésil, de Bolsonaro, c'est exactement ce qui s'est passé aussi. C'est la justice qui a empêché aussi l'ancien président de se représenter, enfin en tout cas qui a mis un terme provisoire peut-être à sa carrière politique. Et on voit aujourd'hui le risque d'un combat entre ceux qui brandissent un état de droit qui serait promu par le système judiciaire lui-même contre un système démocratique issu de la volonté populaire. Mais le clivage ne me semble pas seulement être entre une gauche et une extrême droite. Il est très intéressant de voir les réactions de Jean-Luc Mélenchon, par exemple. Ce sont en général des acteurs politiques qui se réclament avant tout du peuple, de la démocratie directe, sans la médiation d'aucun corps intermédiaire au rang desquels il range les acteurs judiciaires. Intéressant ce parallèle avec les États-Unis où Elon Musk a donc réagi. Oui, Elon Musk, je peux vous lire son tweet. Lorsque la gauche radicale ne peut pas gagner par le biais d'un vote démocratique, elle abuse du système judiciaire pour emprisonner ses opposants. Alors, évidemment, Elon Musk sous-entend que la justice française est sous la coupe d'une gauche radicale, mais surtout, il prévient aussi qu'il y aura un retour de bâton. Et comme le disait Nia Gallet, c'est vrai que Marine Le Pen, ce soir, a déployé une rhétorique très combative, mais aussi victimaire, en quelque sorte. Elle se dit victime d'une justice politique. Elle a parlé de décision politique pour qualifier la décision d'un juge qui est pourtant étalé sur un jugement de 152 pages. Et c'est exactement ce qu'a fait Donald Trump au cours de toutes les affaires. À chaque fois qu'il était sur le banc des accusés, il dénonçait un procureur politisé, il dénonçait, vous l'avez dit, une chasse aux sorcières. Et ça ne l'a pas empêché d'être élu. Que ça ne l'a pas empêché d'être élu. Et c'est vrai aussi qu'on voit quand même toute l'extrême droite européenne voler au secours de Marine Le Pen. Il y a ce
ce tweet de très mauvais goût de Viktor Orban quand il dit « Je suis Marine Le Pen ». C'est évidemment une référence à « Je suis Charlie », alors que concernant Charlie, il s'agissait d'un massacre, d'un bain de sang terroriste. On est loin quand même de là avec cette affaire. Il y a aussi aux Pays-Bas Geert Wilders qui s'est dit extrêmement choqué par une condamnation qu'il juge incroyablement sévère. Il y a en Espagne le parti Vox d'extrême droite qui manifeste aussi sa colère et qui prédit aussi que ce n'est pas fini pour Marine Le Pen. En Italie aussi, évidemment, le patron de la Ligue, Matteo Salvini, qui a fustigé une déclaration de guerre de Bruxelles et qui, là aussi, invite Marine Le Pen à ne pas se laisser intimider. C'est donc... et moi, je me souviens d'une époque où on ne commentait pas nécessairement les décisions de justice, en tout cas dans le monde politique international. On a changé d'air. On a changé d'air. Et maintenant, s'ériger, se battre contre la justice, c'est devenu... de bon ton. De bon ton, en tout cas dans ces partis populistes. On a l'impression que c'est une narrative rêvée pour cette extrême droite qui se dit finalement persécutée par le système aujourd'hui. Oui, tout à fait. C'est exactement le retournement des arguments et puis une façon aussi de les utiliser de manière extrêmement plastique. C'est-à-dire que tantôt la démocratie est condamnée pour ses dévoiements contre lesquels il faudrait lutter et parfois, au contraire, elle est invoquée pour défendre certains cas, comme le cas présent. La difficulté à laquelle on se heurte, c'est de savoir à quoi cela peut véritablement aboutir. Parce que quelle est la force du système pour résister à ces attaques? Parce qu'on sait très bien qu'elles sont aussi prolongées par des manipulations de la vérité et que tout est un peu mis dans le même panier. Il est en danger aujourd'hui, le système démocratique? Il est en danger? Je pense qu'on peut pas en douter. Je pense que partout dans le monde, il est en danger. D'abord parce qu'il y a des idéologies qui très clairement, notamment aux États-Unis, opposent liberté et démocratie. C'est le courant libertarien. Mais plus largement, on voit qu'il est en danger, mais parfois même en raison des attitudes des acteurs du système lui-même. Moi, je trouve quand même que les réactions des différents acteurs politiques en France interrogent aussi. Ils ne sont pas tous membres de l'extrême droite. Un certain nombre dénoncent quand même le fait que la candidate, qui est la première dans les sondages, ne devrait pas être empêchée de se présenter. Mais c'est une façon quand même d'oublier qu'il y a des règles qui ont été votées, des lois par les parlementaires eux-mêmes. Et le Rassemblement national a été le premier à réclamer une sévérité absolue contre les manquements aussi du personnel politique. Oui, c'était la loi sur la moralisation de la vie publique en 2017. La moralisation de la vie publique. Donc, c'est cette façon de jouer sur des principes à géométrie variable qui fait que les démocraties elles-mêmes se mettent en danger, je pense, de l'intérieur. Et certains font déjà le parallèle avec la Roumanie. C'est un dossier qu'on a souvent suivi ici, et pourtant les deux affaires n'ont rien à voir. Non, parce qu'en Roumanie, la candidature qui a été invalidée par la Cour constitutionnelle, c'était sur le fait de soupçons d'ingérence russe après une campagne éclair et massive menée sur TikTok. Ça n'a rien à voir avec les délits, les constitués, là, au cours des années, en plus. Il ne s'agit pas d'un écart, il s'agit de délits qui s'étalent sur de nombreuses années. Donc l'affaire n'a rien à voir, mais la question de l'influence russe peut se poser quand même. Concernant Marine Le Pen, on a vu les déclarations du Kremlin, donc qui s'indigne, etc. Une violation des valeurs démocratiques. Voilà, bon, au-delà de l'aspect risible de cette déclaration. Ironique, parce qu'ils n'y croient pas eux-mêmes, je pense. En tout cas, il y a des liens anciens entre le RN et le Kremlin. On se souvient qu'en 2014, c'est une banque russe qui a prêté au parti de Marine Le Pen. En 2017, elle a été reçue au Kremlin par Vladimir Poutine. En 2014, l'année où la banque russe lui a fait un prêt, c'est l'année de l'annexion de la Crimée. Et Marine Le Pen s'indignait des sanctions occidentales prises à cette occasion. Bon, elle a finalement pris un peu ses distances avec Moscou après l'invasion de l'Ukraine. Mais globalement, il a fallu attendre ce moment pour que ces liens
se distendent entre Marine Le Pen et Vladimir Poutine. Un dernier mot. Juste un point important. On l'oublie souvent, mais ce procès, il opposait Marine Le Pen au Parlement européen, qui est aussi l'incarnation d'un système, d'un modèle politique qui est combattu par toutes ces forces politiques dont on parle, d'extrême droite. Condamner la façon dont fonctionnent les institutions européenne, c'est-à-dire la façon dont on pense que la démocratie doit s'exercer en Europe, c'est un vrai débat de fond. Et il faut quand même souligner que dans certains pays européens, ce qui est reproché à Marine Le Pen ne l'est pas dans les législations nationales non plus. Donc c'est un débat très large qui se pose aujourd'hui. Et un dernier mot, je pense qu'on va s'attendre, on peut s'attendre à une réaction, peut-être pas directement de Donald Trump, mais de son vice-président, J.D. Vance, parce que ça entre tout à fait dans le cadre de son discours de la conférence de Munich, où il a accusé en gros les gouvernements européens de dresser des barrières pour empêcher l'extrême droite d'arriver au pouvoir. La menace intérieure, c'est ce qu'il l'appelle, voilà, le recul des valeurs démocratiques. Et c'est intéressant de voir que l'Heritage Foundation, vous savez, ce think tank ultra-conservateur qui a rédigé ce projet 2025 sur lequel Donald Trump calque sa politique, eh bien, sur son réseau social aujourd'hui, l'Heritage Foundation retweet ce discours de J.D. Vance et écrit « Le vice-président avait prévenu, en Europe, la menace vient de l'intérieur ». Et on sent bien l'enjeu pour ce courant de pensée au niveau mondial. On l'a bien vu avec vous. On parlait de la Russie. Vladimir Poutine, il agace désormais Donald Trump, en tout cas officiellement. Dimanche, le président américain s'est dit très énervé par son homologue russe. Selon lui, les négociations sur l'Ukraine n'avancent pas assez vite. Il s'est dit prêt à imposer de nouvelles taxes sur le pétrole russe. Avant de vous donner la parole, on va l'écouter. J'ai été déçu d'une certaine manière. Certaines des choses qui ont été dites au cours des 2 derniers jours concernaient Zelensky. Quand il dit que Zelensky n'est pas crédible, ce n'est pas bon, car il est censé conclure un accord avec lui, qu'il l'aime ou pas. Donc je ne suis pas très content de cela. Mais je pense que ça va aller. Je ne voudrais certainement pas imposer des droits de douane secondaires à la Russie. Mais si j'avais à le faire, ce ne serait pas très bon pour eux. Bon, il ne fallait pas être devin pour savoir que Vladimir Poutine allait faire traîner les choses. On connaît les Russes notamment depuis 2014. On savait qu'à un moment, ça allait énerver Donald Trump. La question, c'était de savoir quand. Premier élément de réponse ce soir. Mais là, on se trouve, à mon avis, face à une évidence. C'est-à-dire que tout le monde, enfin un grand nombre d'observateurs, ont considéré que Donald Trump était imprévisible. Mais pour moi, il n'est pas imprévisible, il est illisible. Et on le voit de plus en plus. Il y a énormément d'incohérences dans les options qu'il essaie de promouvoir, le seul objectif étant d'apparaître comme un faiseur de paix pour répondre aux exigences de sa base MAGA, mais il n'arrive même pas forcément à suivre cette promesse-là, puisque sur d'autres théâtres, comme par exemple avec l'Iran, face aux Houthis, etc., il se révèle de plus en plus menaçant. On le voit aussi avec le Groenland, où il affirme qu'il pourrait recourir à l'intervention militaire. C'est assez impossible en réalité de suivre la plupart de ces options, alors qu'évidemment, en face de lui, il a un dirigeant qui est extrêmement constant dans les options qu'il promeut en politique étrangère, quoi qu'il arrive. Donc pour moi, il ne fait absolument aucun doute que c'est Vladimir Poutine qui sortira vainqueur d'une façon ou d'une autre de cet affrontement. Dernier élément sur cette question des droits de douane. Je suis loin d'être une économiste, mais ce qui me frappe, c'est aujourd'hui la façon dont cet instrument apparaît dans toute sa faiblesse et dans toute son absence d'effet, comme en 1981 finalement, où la politique de François Mitterrand avait oublié qu'on était dans un contexte globalisé et donc on ne pouvait pas faire une politique keynésienne de manière isolée. Faire une politique de punition à travers les droits de douane, c'est oublier à quel point les économies sont interconnectées sur le moindre produit. Ce n'est même pas sur des secteurs, c'est-à-dire que le moindre produit a des composants en provenance de tous les parties du monde. Donc, en réalité, cette façon dont il croit pouvoir punir, comme au 19e siècle, les États extérieurs pour supprimer des impôts, parce qu'en réalité, c'est ça son calcul. C'est de dire que les taxes douanières vont remplacer les impôts que n'auront plus à payer les Américains. C'est totalement illusoire.
Posture ou pas de Donald Trump? On sait que sa proposition de cesser le feu, elle est tombée à l'eau. Important de ne pas perdre la face aussi pour lui. Il y a une évidente frustration chez Donald Trump qui, comme le disait Niagalé, est arrivé au pouvoir en disant je suis un homme de paix et d'ailleurs je convoite le prix Nobel. Il avait dit je ferai la paix en 24 heures. Bon, il a finalement dit 100 jours. 100 jours, on en approche. On y est bientôt. Or, Vladimir Poutine, on le voit, fait traîner les choses et pour engranger le maximum de gains sur le terrain et ajoute à chaque fois des concessions, des conditions à la signature d'un accord. Alors là, il a peut-être fait une petite erreur d'appréciation, le chef du Kremlin, parce que en voyant Donald Trump traiter Volodymyr Zelensky comme un enfant dans le bureau ovale, ou le traiter de dictateur dans une autre déclaration, ou le traiter de dictateur qui n'organise pas d'élection dans une autre déclaration, peut-être que Vladimir Poutine s'est dit bon bah allons-y, Donald Trump va être d'accord. On va demander qu'il y ait des nouvelles élections en Ukraine et puis on va placer une marionnette russe et Donald sera tout à fait d'accord avec moi. Manque de chance, le président américain, là, s'est agacé. Bon, c'est pas non plus très violent, hein. C'est une menace d'éventuels droits de douane. On l'a connu plus véhément sur certains dossiers. On l'a connu plus violent. Et puis, bon, peut-être qu'il commence à comprendre que Vladimir Poutine se joue de lui aussi. Mais il faut quand même dire qu'il a ensuite modéré son propos, hein. Il a dit qu'il pensait qu'il y avait des progrès qui se feraient étape par étape. Et il a repris son bâton pour taper sur Volodymyr Zelensky au sujet de l'accord sur les terres rares qui n'est pas signé assez promptement à son goût. Mais il faut dire que les Américains changent la nature de l'accord sans arrêt et que le président ukrainien attend à chaque fois une nouvelle version. Et le Kremlin aussi tente de calmer le jeu, hein. Donc ils ont entendu le signal lancé par Trump. Ils ont dit oh là là, il commence à s'énerver un peu, donc on calme le jeu. Ils se disent toujours prêts à discuter avec Donald Trump. Vladimir Poutine l'a dit aujourd'hui. Bon, peut-être pas cette semaine, mais très prochainement, les deux hommes vont reprendre langue. Et Vladimir Poutine sait très bien comment manipuler le locataire de la Maison-Blanche. Et ce revirement pro-russe, il ne plaît pas forcément aux Américains. Il y a des sondages qui sont sortis. On n'efface pas plusieurs décennies de sentiments anti-russes comme ça? Alors, bien sûr que non. Il y a eu 60 ans de propagande anti-russe, anti-communiste. Tous les Américains ont été biberonnés à cela. Et pour eux, le KGB, c'est l'ennemi suprême. Et ils n'ont pas, eux, peut-être oublié que Vladimir Poutine est un pur produit du KGB. Alors, j'ai regardé les sondages. Il y a 81%, ça c'est un sondage fait après le premier coup de téléphone entre Donald Trump et Poutine. 81% des personnes interrogées déclarent qu'il ne faut pas lui faire confiance à Vladimir Poutine, dont 73% des républicains. Ça veut dire qu'ils ne sont pas du tout d'accord pour cette stratégie pro-russe. Il y a eu d'autres sondages. Il y en a eu un en mars. 46% des Américains trouvent que les États-Unis doivent soutenir plus l'Ukraine contre 30% moins. Donc, ils sont, même les électeurs de Donald Trump, même s'ils approuvent ses efforts en vue d'obtenir la paix, ils ne sont pas prêts à adouber Vladimir Poutine. Ça peut durer longtemps, du coup, ce positionnement pro-russe de Donald Trump auprès de sa base électorale, lui qui cherche éventuellement à faire un troisième mandat. Évidemment, il y a des questions constitutionnelles qui se posent. C'est toute la difficulté, de toute façon. Pour moi, c'est clairement la base MAGA qui va déterminer ce qui va se passer et non pas les alliances actuelles qu'a semblé privilégier Donald Trump, notamment avec la Silicon Valley, parce que ce n'est pas là que réside en réalité sa légitimité. Le problème qu'il y a, c'est que Donald Trump essaie de continuer à parler à cette base en se montrant comme un dirigeant démiurge, parce que je pense qu'il s'aperçoit que, contrairement à ce qu'il croyait, il a été seulement élu président des États-Unis et non pas président du monde. Parce que toutes ces décisions laissent penser qu'il a cru pouvoir manœuvrer tous les acteurs, des plus puissants aux plus
moyennement important au plus faible, la réaction du Canada est très intéressante de ce point de vue-là, ou même celle des Groenlandais qui disent finalement non, vous ne pouvez pas nous acheter, ou non, vous ne pouvez pas imposer ce que vous voulez. Et ce qu'on constate, paradoxalement, il y a une réunion très intéressante en Asie, là, aujourd'hui, entre le Japon, la Corée du Sud, à propos justement de ce qui est en train de se produire et de leur relation avec la Chine. Un certain nombre d'États aujourd'hui, historiquement très proches alliés des États-Unis, pas seulement en Europe, mais en Asie aussi, se demandent si le garant de la lisibilité, de la stabilité, de la raison, ça n'est pas plutôt la Chine, y compris sur des questions de biens communs, comme par exemple le changement climatique ou le libre-échange. Donc je pense que oui, il pourrait y avoir péril et que ce projet tout-puissant pourrait être freiné beaucoup plus rapidement que ne le croyait le président américain. Merci Niagalé et merci Yann d'avoir été sur ce plateau. On va marquer une courte pause et l'info revient sur France 24 en direct. À tout de suite. En soirée, faites un tour complet de l'actualité dans l'Actu 360 sur France 24. Tous les faits, toutes les clés pour décrypter les grands événements de la journée. Retrouvez tous les soirs Anthony Saint-Léger dans l'Actu 360 en direct sur France 24. Retrouvez la météo avec Harmonie Mutuelle. Harmonie Mutuelle accompagne les entreprises, les entrepreneurs et leurs salariés pour agir plus tôt, plus vite et autrement avec le mouvement de l'éco-santé.